le ramadan, le jeûne du mois de Ramadan, c'est l'un des 5 piliers. Donc, ce qui signifie que c'est une obligation pour la communauté musulmane. Et effectivement, hier, nous avons lancé le jeûne du mois de Ramadan et c'est aujourd'hui le premier jour. Pourquoi? Selon les explications que le prophète Mohammed nous a données, lorsque le mois qui précède Ramadan atteint 29 et que vous observez la lune, le lendemain, c'est le jeûne. Et la lune a été observée hier, c'est ce qui fait que le mois de Ramadan a commencé. Pour bien pratiquer le jeûne du mois de Ramadan, la toute première condition, c'est qu'il faudrait que vous soyez musulman. La première condition, que vous soyez musulman. La deuxième condition, que vous soyez responsable. Responsable veut dire une personne majeure. Donc ça veut dire que le jeûne n'est pas une obligation pour les enfants. Maintenant, on peut aussi les encourager à jeûner. La troisième condition, c'est que vous soyez apte. Apte dans le sens où vous n'êtes pas malade et vous n'êtes pas indisposé. C'est-à-dire vous n'êtes pas un vieillard, vous n'avez pas une difficulté quelconque, vous avez la santé, comment on appelle ça, à son meilleur niveau. Et la cinquième condition, c'est que vous soyez exempt de toute sorte d'empêchement. Et cette condition est réservée uniquement pour les femmes, celles-là qui ont les lochis et les menstrues. J'ai oublié la quatrième condition qui n'est rien d'autre que être résident. Ça veut dire que si vous avez un voyage au cours de Ramadan, vous ne jeûnez pas. Vu les difficultés qu'il y a pour le voyage, l'islam vous permet de ne pas jeûner et après le voyage, vous remboursez les jours que votre voyage vous a pris. Donc voilà d'abord les 5 conditions. Lorsque vous remplissez ces 5 conditions, le jeûne du mois de Ramadan devient obligatoire pour vous. Donc vous vous levez à l'aube, vous prenez le sahour et dès lors que vous prenez le sahour, vous vous abstenez de la nourriture, de la boisson et surtout du rapport sexuel et de la médisance. Tout ce qui pourra porter atteinte à votre jeûne, vous vous en éloignez jusqu'au coucher du soleil. C'est qu'il y a des gens de ces soi-disant musulmans qui disent qu'ils ne veulent pas jeûner. Oui, l'islam a donné la possibilité à certaines personnes de ne pas jeûner, à savoir les vieillards et les malades. En dehors de ces 2 catégories, et peut-être les femmes qui ont les lochis ou la femme allaitante ou celle qui porte un bébé, l'islam leur a donné la permission de ne pas jeûner. Si ces personnes ne se retrouvent pas dans les catégories que je viens de mentionner, c'est un grave péché, un grand péché pour eux de ne pas jeûner. Parce que qui se dit musulman doit suivre les 5 conditions, les 5 piliers de l'islam. Et le jeûne en fait partie. Maintenant, si j'ai un conseil à leur donner, c'est de se rappeler que c'est une recommandation de la part du Seigneur de l'univers, celui-là qui les a créés, et de savoir que de toutes les actions positives que pose le musulman, il y a une récompense pour ça. Pendant le mois béni de Ramadan, comme c'est un acte d'adoration, tous les actes d'adoration augmentent, que ce soit l'aumône, la générosité, la prière, la lecture du Coran, tout augmente, puisqu'il y a une récompense énorme que je viens de dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a caché, qu'il ne nous a pas dévoilé. Alors le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous demande de multiplier. Ce qui fait que nous prions plus dans le mois de Ramadan que dans les autres mois. Juste après la prière de Isha, quelle est la prière que nous appelons Isha? La prière qui est faite à 20h. Juste après cette prière, dans les jours normaux, nous rentrons à la maison. Mais dans le mois de Ramadan, nous restions encore pour faire une série de 10 autres prières. Et quand je parle de 10 prières, ça varie encore d'un pays à un autre. À la Mecque, par exemple, ils en font 20. Moi, j'étais resté dans un autre pays arabe. Eux, là-bas, ils en font 8. Au Bénin, nous en faisons, en Afrique de l'Ouest, nous faisons 10 autres prières surérogatoires. Ce n'est pas obligatoire, surérogatoire au cours de la nuit. Et quand le Ramadan tend vers la fin, les 10 derniers jours de Ramadan, nous augmentons encore le volume de l'adoration. Ce qui fait que quand on finit la prière du soir, nous revenons encore vers les 1h du matin pour rester à la mosquée jusqu'à 4h, jusqu'à l'aube, avant qu'on ne reparte chez nous. Sans pour autant oublier que dans les autres jours, avant que nous prenions la nourriture à l'aube, nous prions encore nous prions encore avant d'aller à la mosquée faire la prière du matin que nous appelons Salatul Subhi. Si j'ai un conseil à donner aux musulmans, c'est d'abord leur souhaiter un bon début du mois de Ramadan et que ce Ramadan soit meilleur que les précédents et que nous sortions de ce mois avec beaucoup de hasanat, beaucoup de récompenses. Et que nous multiplions beaucoup plus les actes d'adoration et que nous cessions toute activité qui pourrait nous faire perdre des récompenses, comme par exemple la distraction inutile, aller, comment on appelle ça, s'attacher à des groupes où il n'y a que des bavardages. Il y a beaucoup de choses à faire, comme la lecture du Coran, les tafsirs dans les mosquées, juste après la salat dhuhr. Il y a de ces activités. Et si vous n'avez rien à faire, dormez, c'est mieux pour vous que de vous asseoir et de colporter, de bavarder. Ces genres d'activités, ça diminue énormément la récompense du jeûne.
Le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léon-Droumbédi, a réagi face à l'adoption du nouveau code électoral par l'Assemblée nationale dans la nuit du mardi 5 au mercredi 6 mars 2024. Pour la circonstance, il s'est essentiellement appesanti sur le seuil de suffrage de 20% requis pour l'attribution des sièges. Il estime que c'est pour permettre d'avoir des partis politiques d'envergure nationale dans toutes les circonscriptions électorales du Bénin. Vous-même vous dites bien que avec ce code électoral, tous les partis aujourd'hui représentés à l'Assemblée, qu'ils soient de l'opposition ou de la mouvance, ils ont la possibilité d'être candidats, d'avoir un candidat pour la présidentielle de 2026. Ce qui veut dire que ce code, il est inclusif. Parce que l'inclusion, c'est que toutes les tendances soient représentées. Ce n'est pas que l'inclusion, ce n'est pas que tous ceux qui ont envie d'être candidats soient candidats. Et je vous rappelle, depuis 1991, on a toujours eu des gens qui ont envie d'être candidats, qui vont même déposer un dossier ou un début de dossier à la Sénat, et après le folklore, ils ne remplissent pas les conditions substantielles. Soit ils n'ont pas la caution, soit le dossier est même carrément incomplet. Donc, on peut avoir envie d'être candidat et ne pas remplir les conditions pour être candidat. Mais quand on a envie d'être candidat et qu'on remplit les conditions, il faut pouvoir être candidat, c'est ça l'inclusion. Et en l'espèce, vous le dites bien, que ce soit LD, que ce soit UPR, que ce soit BR, au terme du code amendé par l'Assemblée nationale, ils remplissent tous les conditions aujourd'hui pour avoir leur candidat à la présidentielle de 2026. Même le seuil de 15% du collège électoral a été fait pour tenir compte de l'existant. Puisque tous ceux qui sont là aujourd'hui ont au moins les 15% du collège des parrains, maires et ou députés compris, ils ont ça. Donc, 2026, c'est ouvert aussi bien pour l'opposition que pour la mouvance présidentielle. Ma dernière visite, c'était il y a une dizaine d'années et j'ai vu beaucoup d'améliorations. J'ai été déjà très agréablement surpris lorsque j'ai vu que tous les utilisateurs de 2 et 3 roues étaient équipés d'un casque. Donc ça, c'était quelque chose qui était extrêmement important puisqu'on sait que l'accidentologie au Bénin porte à 57% au niveau des 2 et 3 roues. Donc c'était une décision absolument essentielle et je tiens à féliciter le gouvernement pour cette implication, pour cette décision. Néanmoins, il y a toujours trop de victimes sur le continent africain et notamment au Bénin. Et le fait de prendre des décisions drastiques est absolument essentiel si on veut voir le nombre de victimes diminuer. Donc j'espère réellement que mon passage sera également un point d'accélération pour s'engager encore plus pour sauver des vies au Bénin. Mon rôle consiste à visiter plusieurs dizaines de pays par an, donc à chaque passage, eh bien évidemment, je propose des programmes, je propose des conclusions, et puis avec les équipes locales des Nations Unies, nous suivons la mise en œuvre et c'est ce que nous allons faire. Alors déjà, encourager le maintien du port du casque pour les passagers et pour les conducteurs évidemment, mais également avoir accès à des casques homologués. Ensuite, un contrôle technique des véhicules me paraît absolument essentiel. L'aménagement des routes, la qualité des secours, le contrôle de vitesse, le contrôle du port de la ceinture de sécurité à l'avant, à l'arrière, le contrôle de la consommation d'alcool et puis l'utilisation du téléphone. Donc la distraction. Donc ça, ce sont des recommandations extrêmement importantes que je fais pour diminuer le nombre de victimes sur les routes au Bénin. Affaire de sécurité, nous on sait que c'est Dieu qui est sécurité. Même si les frontières sont fermées, si quelque chose peut arriver dans leur pays, rien ne peut arrêter les militaires en pouvoir. Ils n'ont qu'à essayer d'ouvrir les frontières de l'autre côté.
D'après ce que le président a dit, il dit qu'il a la peur, qu'ils ne sont pas en sécurité. C'est des musulmans. Ils n'ont qu'à foi en Dieu. Tout ce que nous savons, nous allons faire un déplacement pour les rencontrer. Comme ils sont des musulmans et le président nigérien, mais il maîtrise bien l'arabe. C'est quelqu'un qui connaît le Coran. Donc nous allons passer par la communauté musulmane du Niger pour savoir comment il peut nous recevoir. Comme vous le savez, nous sommes des humains. Nous sommes tous des humains. Et si nous avons décidé d'aller là-bas, c'est pour aller les supplier. C'est pour aller les supplier. Ce n'est pas pour aller revendiquer. Nous allons demander à ceux qui sont au pouvoir d'avoir pitié des deux peuples. C'est des peuples frères. Et rien ne peut nous séparer. Dans le Coran a été clair. Dieu nous interdit de ne pas séparer la famille. Le lien de famille là, de ne jamais diviser. Donc, les familles doivent être ensemble. Donc, cela veut dire que nous sommes de la même famille. Les deux familles ont l'obligation de vivre ensemble. Donc, si on parle de sécurité, comme je viens de le dire, c'est Dieu qui est sécurité. Et nos cris de décès seront pris en compte. Ça, je vous le jure. Nous avons adressé une lettre aux autorités de ce pays, je parle du président, pour lui demander de donner des instructions à ce que les faux frères là cessent. Et c'est les faux frères là qui font que les gens sont en colère. Nous, on n'a aucune compétence de presse. Nous avons demandé au chef de l'État que vraiment on laisse leurs marchandises gratuitement. Parce qu'ils ont fait plusieurs mois au port. Les marchandises sont bloquées et on va calculer les frais de gardiennage. Vraiment, la clémence du chef de l'État est nécessaire. L'AES, c'est une organisation des trois pays. Je parle du Mali, Niger et Burkina. Mais cela ne veut pas dire qu'ils vont quitter la CEDEAO. Il y a le Conseil de l'Entente. Il y a le Conseil de l'Entente qui vit encore. Pourtant, ils sont membres. Ils sont tous membres de la CEDEAO. Donc, nous leur demandons de maintenir leur organisation, mais quitter la CEDEAO, ça va amener beaucoup de problèmes pour les deux peuples. Tu vas quitter ici pour aller séjourner là-bas, il faut des cartes de séjour. Il faut des visas. Si vous n'êtes pas membre de la CEDEAO, cela veut dire que, par exemple, si je quitte ici, je vais au Cameroun, mais c'est difficile. Les frais de visa et les faux frais. Je parle les cartes de séjour. Donc, tous les Nigériens qui sont ici, ils auront les cartes de séjour. Les Béninois qui sont au Niger, les cartes de séjour. Vous croyez que c'est une bonne chose? Non, ce n'est pas une bonne chose. Ils peuvent maintenir leur organisation. Mais quitter la CEDEAO là, je leur demande de revenir sur cette décision pour le bonheur de notre peuple. Je crois que la CEDEAO aussi, ils vont revoir leurs tests. Ils n'ont qu'à se calmer. Les bonnes choses vont arriver d'ici peu de temps à la CEDEAO. En ce début de mois du Ramadan, les Nigériens peinent à faire leurs courses, tant les prix des denrées ont augmenté. Sur ce marché local de Niamey, la capitale, le riz, le sucre, l'huile et le lait, les aliments principalement consommés au moment de rompre le jeûne, sont devenus inabordables pour une grande partie de la population. Un sac de sucre de 50 kg coûte 32 000 francs CFA. Pour 25 kg, c'est 18 000 francs CFA. Nous ne pouvons pas payer, nous demandons au gouvernement de le rendre moins cher. Le Niger vient de sortir d'un embargo de près de 8 mois et les militaires qui dirigent le pays ne parviennent pas à assurer l'approvisionnement des marchés en produits de première nécessité. Les coûts ont augmenté sur certains articles. Par exemple, les articles que j'ai l'habitude de payer, j'ai trouvé que beaucoup, les prix ont augmenté. Par exemple, le riz. Et ce matin, j'avais demandé dans une alimentation, on m'a dit que c'est à 18 000 francs le riz basmati qu'il y a, à 18 000 francs.
Le sac qu'on est censé payer à 13 000, aujourd'hui on nous dit à 18 000 francs. Cette tendance à la hausse des prix est due à la situation politique du Niger, gérée par les militaires à la suite d'un coup d'État contre le président Mohamed Bazoum, élu démocratiquement en juillet 2023. Vous savez, le problème que nous avons avec le corridor togolais, j'allais dire, en passant par le Burkina, donc le problème c'est au niveau du Burkina. Parce que notre marchandise est arrivée à Kaya, elle est encore en train de m'expliquer qu'il faut retourner vers Ouagadougou avant de repiquer encore pour prendre une autre voie. La communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, a décidé de lever l'embargo imposé au pays depuis le coup d'État, quelques semaines avant le début du Ramadan. Le gouvernement nigérian a identifié des écoles comme étant vulnérables aux attaques dans au moins 14 États et dans la capitale Abuja. Des mesures de sécurité renforcées devraient être appliquées très vite dans les écoles concernées. Elles interviennent dans un contexte de recrudescence des enlèvements au Nigeria. Pas moins de 465 élèves, enseignants et membres de familles qui ont été enlevés au cours de la semaine dernière sont toujours détenus par leurs ravisseurs. Ajia Halima Ilia, coordinatrice de l'organisme Public Financing Safe Schools in Nigeria, a déclaré que l'agence avait recueilli des données destinées à élaborer des mesures d'intervention. Ilia a également indiqué que le ministère fédéral de l'Éducation et le Conseil national de sécurité et de développement avaient organisé des formations pour le personnel des écoles, ajoutant que la police nigériane a préparé tous les officiers de police divisionnaires à travers le pays à intervenir pour sécuriser les écoles. Cette agence avait été créée après l'enlèvement en 2014 de centaines de filles à Chibok dans l'état de Borno, au nord-est du pays. Ce samedi, plus d'une douzaine d'élèves et 4 femmes ont été enlevés dans une école de Gada à Sokoto. Les parents des élèves enlevés ont demandé au gouvernement de les aider à obtenir leur libération. Des représentants du gouvernement fédéral éthiopien et des autorités régionales du Tigré ont entamé des pourparlers à Addis Abeba afin de mettre fin au retard dans la mise en œuvre de l'accord de paix de Pretoria. L'accord négocié entre les deux parties et signé en Afrique du Sud en novembre 2022 visait à apporter la stabilité à la région après le conflit entre le Front de libération du peuple du Tigré et le gouvernement fédéral qui avait éclaté en novembre 2020. Les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de l'accord ont provoqué des tensions, ce qui a incité l'Union africaine à jouer le rôle de médiateur dans les discussions pour trouver une solution. L'accord de Pretoria aborde des questions telles que le partage du pouvoir, l'autonomie régionale et le contrôle des ressources, dans le but de résoudre les causes profondes du conflit à travers diverses négociations. Getachew Reda, président par intérim de l'administration du Tigré, a déclaré qu'aucune autre réunion bilatérale n'aurait lieu avec le gouvernement fédéral tant que toutes les questions en suspens n'auront pas été résolues. Alors qu'il règne sur l'Afrique du Sud depuis 30 ans, le Congrès national africain, l'ANC, pourrait obtenir moins de 40% des voix lors des prochaines élections générales prévues le 29 mai 2024, selon un sondage d'opinion publié dimanche 10 mars par le cabinet Sabi Strategy Group et la fondation Brandthurst. Les intentions de vote en faveur du Parti de la lutte anti-apartheid sont tombées à 39% en février 2024, contre 44% en novembre 2023 selon la même source. Le sondage réalisé durant la période allant du 12 au 28 février auprès d'un échantillon de 1506 électeurs inscrits suggère que le Congrès national africain sera obligé de s'allier à d'autres formations pour gouverner à l'issue des prochaines élections. L'ANC, qui a jusqu'ici remporté toutes les élections nationales depuis l'instauration de la démocratie en 1994, a montré son incapacité à mettre fin à la crise énergétique, à l'effondrement des infrastructures, à la criminalité endémique et à la corruption qui gangrène les institutions de l'État. Plus de 27 millions de Sud-Africains inscrits doivent voter le 29 mai prochain pour renouveler leur Parlement, qui désignera ensuite le prochain président de la République. Trois dirigeants libyens se sont rencontrés au Caire à l'invitation du chef de la Ligue arabe Ahmed Aboul Reit
Les présidents de la Chambre des représentants de l'Est de la Libye, du Haut Conseil d'État basé à Tripoli et du Conseil présidentiel du pays sont tombés d'accord sur la nécessité de former un nouveau gouvernement unifié qui superviserait les élections en Libye. Les participants ont convenu de ce qui suit. En premier lieu, mettre l'accent sur la souveraineté, l'indépendance et l'unité du territoire libyen, ainsi que sur le rejet de toute intervention étrangère qui affecterait négativement le processus politique libyen. En second lieu, vu l'accord politique et ce qui en découle, une commission technique sera formée dans un délai donné pour examiner les modifications nécessaires visant à élargir la base du consensus dans le travail effectué par la commission 6+6 et pour finaliser les questions non résolues concernant les points de désaccord conformément aux législations en vigueur. En proie à des troubles depuis l'éviction de l'ancien dirigeant Muammar Kadhafi en 2011, la Libye est régie par deux autorités. D'une part, le gouvernement d'entente nationale basé à Tripoli et d'autre part, le gouvernement basé à Benghazi, sous l'autorité du commandant militaire Khalifa Haftar. Le Premier ministre haïtien Ariel Henry a démissionné. S'exprimant depuis Porto Rico, l'ex-premier ministre est empêché de rentrer à Port-au-Prince depuis début mars. Le pays en proie des violences ne possède aujourd'hui ni président, ni parlement, ni Premier ministre. Dans la foulée de cette décision, un conseil présidentiel de transition va être créé et un Premier ministre par intérim devrait être nommé prochainement. Après que le Conseil des ministres de ce soir a accepté de mettre en place un conseil présidentiel de transition, les membres de ce conseil seront choisis après accord avec les différents secteurs de la vie nationale. Le gouvernement que je dirige se retirera immédiatement après la mise en place de ce conseil. Les dirigeants du bloc commercial des Caraïbes CARICOM se sont réunis lundi en Jamaïque en présence de représentants des Nations Unies dont la France et les États-Unis. L'objectif de cette réunion urgente était de discuter des moyens de mettre fin à la spirale de la violence en Haïti où des bandes criminelles ont envahi 80 à 90% de la capitale. Le Japon a signé un accord avec l'Organisation mondiale de la santé pour fournir 8 millions de dollars aux hôpitaux égyptiens qui soignent les blessés palestiniens. Dimanche, l'ambassadeur du Japon au Caire, Oka Hiroshi, a annoncé l'aide du pays en vue d'aider les personnes touchées à Gaza. C'est un grand plaisir pour moi de signer au nom du gouvernement du Japon les notes détaillées avec l'OMS pour fournir aux hôpitaux égyptiens des équipements médicaux d'urgence et des fournitures d'une valeur d'environ 8 millions de dollars américains pour soutenir les efforts cruciaux déployés par le gouvernement égyptien, les hôpitaux et le peuple pour sauver la vie de nombreux Palestiniens évacués de Gaza. Le gouvernement égyptien a salué l'action du gouvernement japonais. La directrice régionale de l'OMS pour la Méditerranée orientale, qui a assisté à la cérémonie de signature, a déclaré que les efforts de l'OMS pour sauver des vies sont entravés par les restrictions d'accès. À Ramallah, les Palestiniens de Cisjordanie ont commencé à jeûner ce lundi, premier jour du Ramadan, alors que les négociations en vue d'un cessez-le-feu sont au point mort, que la faim sévit sur la bande de Gaza et que la guerre entre Israël et le Hamas, qui dure depuis 5 mois, n'est pas prête de s'achever. Ce mois de Ramadan est différent de tous les Ramadans précédents, car nous vivons actuellement une situation difficile en Palestine et plus particulièrement à Gaza. Nous souffrons de la guerre à Gaza, en raison du sang qui y est versé. C'est un mois d'adoration et de jeûne, même si notre peuple à Gaza a déjà commencé à jeûner il y a 5 mois en raison du manque de nourriture. D'ordinaire, les familles rompent le jeûne quotidien par des fêtes populaires, mais c'est le deuil et la souffrance des Gazaouis qui dominent les esprits. Le Premier ministre palestinien Mohamed Shtayeh prie pour une trêve pendant le Ramadan. Le mois du Ramadan arrive cette année alors que notre peuple dans la bande de Gaza meurt de faim et se vide de son sang à cause des crimes génocidaires qui se poursuivent sans trêve.
Nous attendons avec impatience l'intervention de la Cour internationale de justice pour mettre fin à ces crimes horribles. Et nous implorons Dieu de faire cesser ces crimes et de stopper les effusions de sang durant le mois sacré. Que les affamés et les malades soient sauvés des dangers qui les tuent. Le ministère de la Santé à Gaza a déclaré lundi qu'au moins 31 112 Palestiniens avaient été tués depuis le début de la guerre, dont 67 corps apportés aux hôpitaux au cours des dernières 24 heures. Au bord de la famine, les Gazaouis manquent de nourriture, d'eau et de médicaments.